Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avec vous, Madame Iman Hibaziani de l'École supérieure de gestion et d'économie numérique. Je vais vous accompagner dans le module d'analyse financière avec la deuxième série sur le bilan fonctionnel et les indicateurs d'équilibre financier. Dans le premier exercice de cette série, nous a été donné un bilan condensé d'une SARL présentée au 31/12 de l'année N. Ce bilan contient l'actif immobilisé, l'actif circulant d'exploitation, hors exploitation, ainsi que la trésorerie active. De l'autre côté du bilan, nous avons les capitaux propres ou passifs, ainsi que les dettes financières, les dettes d'exploitation et hors exploitation, et enfin la trésorerie passive. Là, on nous demande de calculer les indicateurs d'équilibre financier. Donc, présentons un peu, tout d'abord, le concept de l'approche fonctionnelle. Donc, le bilan fonctionnel qui est un bilan comptable retraité dans le but d'expliquer le fonctionnement de l'entreprise. De là, entre guillemets, son appellation fonctionnelle. Les éléments de l'actif et du passif sont classés en différents cycles, ce qui permet de calculer ces indicateurs d'équilibre et qui nous permettent bien sûr d'analyser l'équilibre financier de l'entreprise. Donc, nous commençons tout d'abord par le cycle d'investissement, qui est un cycle lent, qui peut dépasser une année et même s'étendre à plusieurs années. Ce cycle est représenté par les emplois stables. Comme vous pouvez voir, les investissements incorporels, corporels et financiers contenus dans l'actif immobilisé. Il est dit aussi emploi durable. De l'autre côté, comme vous pouvez bien le constater, le cycle de financement qui est représenté par les capitaux propres et les dettes financières, il est représenté par les ressources stables ou durables qui sont nécessaires au financement des emplois stables que nous venons de citer. Nous avons aussi, juste en bas, dans la partie circulante qui est inférieure à une année, le cycle d'exploitation et le cycle hors exploitation. Le premier est un ensemble des opérations allant de l'acquisition des matières premières ou marchandises jusqu'au recouvrement des créances clients. Le cycle d'exploitation est court pour une entreprise commerciale, plus long pour une entreprise de production. Il est représenté par les actifs d'exploitation qui sont le besoin de financement généré par le cycle d'exploitation et les dettes d'exploitation qui sont les ressources de financement générées par le cycle d'exploitation toujours. La deuxième partie, qui est le cycle hors exploitation, il contient les opérations qui n'ont pas de lien direct avec l'exploitation, notre fameux cycle d'exploitation. Il contient les placements financiers, les dettes sur immobilisation, et ils sont regroupés dans l'actif et passif hors exploitation. Et enfin, nous avons la trésorerie active ainsi que la trésorerie passive. Commençons par le premier indicateur, le FRNG qui est le fonds de roulement net global et qui représente l'excédent des ressources stables sur les emplois stables. Ce dernier représente la partie des ressources stables non utilisées pour financer les emplois stables et qui peut servir à financer le besoin de financement du cycle d'exploitation qui viendra juste après. Donc pour le calculer, nous avons deux méthodes. La première qui est la différence entre les ressources stables et les emplois stables. Donc, à mettre capitaux permanents moins actifs immobilisés pour l'obtenir. Dans ce cas, nous avons 2000 pour la première année N et 3000 pour la deuxième année N-1. La deuxième méthode est la différence entre l'actif circulant et le passif circulant. Nous avons donc deux méthodes. La première qui est par le haut du bilan, qui compare
les composantes du haut du bilan, capitaux permanents et actifs immobilisés. La deuxième partie qui est par le bas du bilan et qui compare les parties inférieures qui sont l'actif circulant et le passif circulant. Ensuite vient le BFR. Le BFR qui est le besoin en fonds de roulement et qui représente un besoin de financement généré par les décalages dans le temps entre achat et vente de stock, vente et encaissement qui sont représentés par les créances et achat et règlement qui sont représentés par les dettes financières, les dettes fournisseurs, pardon. Nous distinguons entre le besoin en fonds de roulement d'exploitation généré par le cycle d'exploitation. Il comprend une composante stable dite structurelle. Le besoin en fonds de roulement hors exploitation qui est généré par le cycle hors exploitation. Donc, nous avons calculé les deux. Donc, nous obtenons notre besoin en fonds de roulement en comparant l'actif circulant et le passif circulant hors trésorerie en général. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode qui distingue entre les deux cycles exploitation et hors exploitation, nous obtenons donc un besoin en fonds de roulement d'exploitation et un besoin en fonds de roulement hors exploitation. Le premier, nous l'obtenons grâce à la différence entre l'actif circulant d'exploitation et le passif circulant d'exploitation. Le second, nous l'obtenons grâce à la différence entre l'actif circulant hors exploitation et le passif circulant hors exploitation. Nous avons donc deux méthodes de calcul du besoin en fonds de roulement. L'une qui est générale, qui compare les parties cycliques du bilan hors trésorerie, et la seconde qui se fait sur deux étapes en distinguant entre l'exploitation et le hors exploitation dans notre actif circulant. En troisième lieu, et enfin, nous avons la trésorerie. La trésorerie que nous obtenons en comparant les deux trésoreries actives et passives. Donc, dans notre cas, nous avons mis trésorerie active moins trésorerie passive. Nous avons pu obtenir notre trésorerie nette. Juste une petite remarque concernant la trésorerie active qui concerne les disponibilités et la trésorerie passive qui est en général les concours bancaires. Rappelons bien que ce sont les dettes les plus courtes et les plus chères en termes de taux d'intérêt. L'autre méthode de calcul de la trésorerie nette, c'est la comparaison entre le fonds de roulement net global et le besoin en fonds de roulement. Donc, si nous mettons fonds de roulement net global moins besoin en fonds de roulement, nous pouvons obtenir notre trésorerie nette. Donc, si elle est positive, cela veut dire que le fonds de roulement net global est supérieur au besoin en fonds de roulement. Si le contraire, la trésorerie nette est négative, dans ce cas-là, le fonds de roulement net global est inférieur au besoin en fonds de roulement. Ça, c'était le premier exercice qui a touché aux différents indicateurs d'équilibre financier. Passons au deuxième exercice où un bilan comptable d'une entreprise a été donné au 31/12/N. Nous avons donc les différents éléments du bilan comptable et on nous demande d'élaborer le bilan fonctionnel. Donc pour introduire ce que nous allons faire dans cet exercice, nous allons un peu parler des principes d'élaboration d'un bilan fonctionnel. Comment est-ce que nous allons nous y prendre? Cette analyse fonctionnelle, elle repose sur une hypothèse de continuité d'exploitation. C'est une hypothèse dite optimiste. Contrairement
à l'approche liquidité que vous allez voir dans la série suivante. Deuxièmement, ce bilan fonctionnel est élaboré à partir d'un bilan comptable avant répartition du résultat. Et aussi, les éléments de l'actif sont inscrits pour leur valeur d'origine, qui est la valeur brute. Les amortissements et dépréciations sont assimilés à des ressources stables. Aussi, les éléments du bilan qui nous a été donné dans l'énoncé de l'exercice seront classés selon le cycle auquel ils appartiennent. Donc nous allons voir ensemble dans la construction du bilan fonctionnel que ces éléments que vous avez en face de vous vont être reclassés et placés chacun dans sa propre structure, dans sa propre masse, son propre cycle auquel il appartient. Et bien sûr, tout cela en prenant en considération les informations supplémentaires que vous allez voir en annexe tout de suite après. Donc, en réalité, il va y avoir des retraitements qui permettent de donner une image plus économique du bilan fonctionnel et qui vont nous faciliter d'analyser la situation financière de notre entreprise et ainsi de pouvoir la comparer à ses semblables. Regardons ensemble les informations supplémentaires qui vont nous permettre de faire nos retraitements avant de finaliser notre bilan fonctionnel. Donc, concernant les actions qui sont des immobilisations financières, pour des besoins de liquidité, 20% de ces actions vont être vendues dans les 24 heures à venir. Donc, avec cet élément-là, nous avons plus d'une information. Une partie des actions va être convertie en liquide. Donc, il va y avoir un déplacement d'une partie des actions vers une autre masse et cette masse est indiquée grâce aux 24 heures à venir, ce qui nous mène vers le très court terme. Le deuxième point concerne les effets escomptés non échus. Leur valeur est de 9000 dinars. L'effet escompté non échu qui représente un effet commercial retraçant l'opération de vente à l'un de nos clients et d'avoir en contrepartie une créance client, mais dans le cas où nous avons une avance de la part d'un organisme financier, notamment la banque, donc avoir l'avance avant la date d'échéance, ce qui mène à la situation dans laquelle l'effet escompté non échu apparaît dans l'actif circulant et dans la partie de la trésorerie passive, puisque cet effet de commerce n'est pas encore échu, la dette n'est pas encore remboursée par le client. Le troisième point nous parle des emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à un montant de 230 000. Ces emprunts-là représentent un découvert bancaire. Donc là, il va y avoir un déplacement vers le court terme. Le quatrième point, parmi les emprunts et dettes financières, il y a un montant de 80 000 kilodinars qui représente des intérêts courus non échus. Donc la partie des intérêts va être tranchée de la totalité de ces emprunts et dettes financières. Le cinquième point qui est sur les dettes fiscales et sociales, nous allons devoir les détailler comme suit. Les dettes fiscales et les dettes sociales qui représentent 3000 kilodinars de la totalité des dettes fiscales et sociales, puis les dettes fiscales qui comprennent l'impôt sur les bénéfices des sociétés, l'IBS, qui s'élève à 87 000 kilodinars, et le reste qui représente la TVA à payer.
Le sixième point est sur les dettes sur immobilisation qui seront exigibles au 1er janvier N plus 2. Cette date nous mène à comparer la date donnée en information supplémentaire à la date d'arrêté du bilan comptable donné en début d'énoncé. Et enfin, les charges constatées d'avance, on nous informe qu'ils concernent l'exploitation. Allons voir ensemble la forme que va prendre notre bilan fonctionnel. Il est donc structuré en partie stable, qui est la partie supérieure du bilan, pour les emplois comme pour les ressources. C'est les éléments qui dépassent une année au sein de notre entreprise, et la partie cyclique qui est inférieure à une année. Cette même partie est distinguée en deux grandes masses. Les éléments relatifs directement au cycle d'exploitation sont avec les emplois cycliques d'exploitation et ressources cycliques d'exploitation. Ceux qui sont pas liés directement au cycle d'exploitation sont dans le hors exploitation, sans oublier la trésorerie active et passive. Donc, la règle qu'il ne faut jamais oublier, c'est le classement des éléments actifs allant des éléments les moins liquides aux éléments les plus liquides. Imaginez une flèche descendant de haut en bas. Pareil pour la partie passive, où il y a des éléments classés du moins exigible au plus exigible. Donc, la première partie des emplois stables répartis en immobilisation incorporelle, corporelle et financière. Ensuite, les ressources stables qui contiennent capitaux propres et dettes à long et moyen terme. Dans les emplois stables, nous avons une modification après avoir placé chaque élément dans sa bonne rubrique. Le retraitement qui a eu lieu concerne les actions. Donc, nous n'avons gardé que 80% des actions. Les 20 autres pourcents, les 20% qui restent, sont dans la trésorerie active. Dans la partie des ressources stables, nous avons les capitaux propres contenant le capital social, les différentes réserves, résultats et provisions, sans oublier les amortissements, puisque pour équilibrer notre bilan, n'oublions pas que les valeurs prises en considération dans la partie de l'actif sont en valeur brute, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Concernant la partie cyclique, nous avons dans les emplois cycliques d'exploitation les stocks en cours, les matières premières, les produits intermédiaires ainsi que les créances clients, les effets à recevoir, les charges constatées d'avance et les effets escomptés non échus, l'effet commercial dont nous avons parlé tout à l'heure, sans oublier sa contrepartie qui figure dans la trésorerie passive. La trésorerie active qui contient les disponibilités, notamment les 20% convertis en liquide de nos actions tout à l'heure. Dans la partie des ressources stables toujours, nous avons les dettes à long et moyen terme qui concernent toutes les parties des emprunts et des dettes supérieures à une année. Donc, concernant les emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit, nous avons soustrait la valeur destinée au découvert bancaire qui est passé en trésorerie passive et nous avons laissé le reste qui est en dessus d'une année, donc en DLMT, en dette à long et moyen terme. Pour la partie cyclique des ressources, nous avons les dettes fournisseurs. Concernant les dettes fiscales et sociales, nous avons tout d'abord distingué entre les dettes fiscales et sociales. La partie fiscale
a été diminué de la valeur des impôts sur les bénéfices des sociétés. Cette partie-là a été destinée aux ressources cycliques hors exploitation. Le reste a été joint une nouvelle fois aux dettes fiscales et sociales. Sans oublier les intérêts courus sur emprunt qui figurent dans les ressources cycliques hors exploitation. Concernant les indicateurs d'équilibre, nous les avons calculés de la même manière que nous l'avons fait dans le premier exercice. Donc pour le fonds de roulement, nous l'avons fait par les deux méthodes, par le haut du bilan concernant les parties stables des ressources et emplois. La deuxième méthode qui est par le bas du bilan, qui était en comparant les parties cycliques hors trésorerie. Pour le besoin en fonds de roulement, je m'excuse, pour le fonds de roulement, nous prenons en considération la trésorerie. Ce n'est qu'en besoin en fonds de roulement que nous calculons hors trésorerie. Donc, le BFR. En comparant l'actif circulant hors trésorerie et le passif circulant hors trésorerie, et la deuxième méthode qui est en distinguant entre la partie exploitation et hors exploitation de la même manière. Donc BFR exploitation plus BFR hors exploitation. Pour la trésorerie, qui est avec les deux méthodes toujours, la différence entre le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement, et la deuxième méthode qui a tendance à comparer les deux trésoreries actives et passives. Pour le troisième exercice, où nous avons aussi un bilan comptable avec les valeurs brutes ainsi que les valeurs nettes de l'actif, on nous demande de construire le bilan fonctionnel en plaçant chaque élément de ce bilan dans sa structure fonctionnelle, chacun dans sa catégorie, et tout en prenant en considération les informations supplémentaires. Donc, les informations supplémentaires qui étaient sur les intérêts courus non échus, qui représentent 15 kg dinars du montant du compte prêt, donc la valeur des intérêts qui a été soustraite de ce compte-là. Ensuite, des autres créances dont 50% qui sont directement liées à l'activité de l'entreprise. Donc 50% de cet élément-là fait partie des emplois cycliques d'exploitation. En troisième lieu, concernant les effets escomptés non échus, qui s'élèvent à 500 dinars, donc nous les voyons bien figurer dans les emplois cycliques d'exploitation, dans la partie de l'actif, et figurant avec la trésorerie passive. Quatrièmement, concernant les valeurs mobilières de placement, dont 80% sont facilement négociables. Cela signifie que ces 80% vont figurer dans la trésorerie active et les 20% restant avec les emplois cycliques hors exploitation. Nous avons aussi les intérêts sur les emprunts obligataires, les intérêts relatifs aux dettes auprès des établissements de crédit, ainsi que les intérêts des dettes financières diverses. Nous avons donc placé les intérêts dans les ressources cycliques hors exploitation après les avoir déduits chacun de son compte. Donc, les intérêts sur les emprunts obligataires, ces 5% ont été diminués de la valeur totale de l'emprunt obligataire. Ensuite, les 5% relatifs aux dettes auprès des établissements, ils ont été diminués de la valeur de ce crédit-là. Et enfin, les dettes financières diverses, dont on a soustrait les 3% et placé avec les autres dettes. Nous avons aussi l'IBS qui représente un montant de 100 dinars.
Ces 100 dinars ont été diminués des dettes fiscales et sociales et placés avec les ressources cycliques hors exploitation. Et enfin, 40% des autres dettes sont des dettes hors exploitation. Ils ont été donc classés avec les ressources cycliques hors exploitation. Ces indicateurs d'équilibre financier, toujours calculés suivant les mêmes formules, et qui représentent pour chacun la situation financière de l'entreprise. Donc, pour le fonds de roulement qui représente l'excédent des ressources stables sur les emplois stables, cela signifie que à quel point nos ressources stables sont capables de couvrir nos emplois stables. Donc si notre fonds de roulement est positif, cela signifie que les ressources couvrent les emplois et il reste un excédent. Cet excédent-là est capable de couvrir encore le besoin en fonds de roulement. Ce besoin en fonds de roulement dont nous avons dit tout à l'heure qui représente les décalages dans le temps entre l'achat et la vente de nos différents stocks de matières premières, de marchandises, produits intermédiaires, produits finis. Aussi dans nos dettes et créances. Donc pour les créances, il faut savoir bien gérer ces délais de paiement. Donc entre sa date de vente et sa date d'encaissement, moins elle est importante cette durée et plus notre décision est plus rationnelle. Pareil pour les dettes fournisseurs. Donc entre la date d'achat et la date de règlement, plus la date est longue et plus c'est rationnel pour nous. Donc l'idéal serait de bien gérer ces dates et ces durées de paiement entre clients et fournisseurs. Concernant la trésorerie qui est dans ce cas positive, une trésorerie positive n'est pas un bon signe. Cela signifie qu'il y a une liquidité mal exploitée. Une liquidité qui est censée être placée quelque part et être rémunérée. Générer des intérêts par exemple. Nous pouvons donc dire que l'étude de chaque indicateur fonds de roulement net global, besoin en fonds de roulement et trésorerie nette, prise isolément, est insuffisante. C'est donc l'analyse de la relation fondamentale entre ces trois indicateurs et de son évolution qui permet de juger de l'équilibre financier plus ou moins sain de l'entreprise. En vous remerciant pour votre attention, je vous souhaite bon courage. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.